BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi en direct à 14h sur les réseaux de BFM et bien sûr le soir aussi en radio-télévision à 21h30. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, comme hier, Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Tu es directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Tout à fait. Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Voilà, tu es un CGP dans la crypto. Voilà, c'est rare, mais de moins en moins. Mais tu es un des pionniers dans le domaine. Tu es associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine. Louis-Alexandre, on va parler de Bitcoin. Perdu à jamais, a priori. Tu vas nous donner des conseils pour éviter ça, mais aussi les dernières nouveautés techniques sur Bitcoin, sur Ethereum. Louis-Alexandre, quand on... Du Nord, elle est connue pour avoir un bureau spécialisé qu'on appelle le bureau 52, et donc qui a déjà hacké plusieurs fois le système Swift. Donc, comme le disait Valentin, les volumes sont importants pour la sphère crypto, mais dans l'absolu, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils ont déjà organisé, ce sont des volumes finalement qui sont assez faibles. Voilà. Ils n'ont pas commencé avec les cryptos. Non, voilà, ça fait 30 ans qu'il y a un système organisé là-dessus. Et Louis-Alexandre, quand on a une actu comme ça, que les cryptos serviraient indirectement, potentiellement, à financer les armes de la Corée du Nord et donc potentiellement à financer indirectement aussi des armes de la Russie, pour la Russie contre l'Ukraine avec ce conflit. Est-ce que vous avez des clients que vous essayez de convaincre qui vous disent « Oula, non mais attendez, là, regardez ce qui se passe, moi je veux pas toucher aux cryptos » et ils mettent Bitcoin dans le même sac? En fait, on sait très bien qu'on peut tracer beaucoup plus facilement les transactions en crypto que le liquide. C'est pas pour rien que le patron de la banque, la BRI, Banque des règlements internationaux, nous dit qu'elle veut plus de cash. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a même pas de débat. C'est qu'est-ce que l'on fait avec l'unité de compte, que l'unité de compte soit un crypto-actif, du liquide ou autre chose. Voilà, c'est pas ça qui empêchera l'usage. Et la traçabilité de Bitcoin fait par exemple que le Hamas, qui est un groupe terroriste, refuse des dons parce qu'il y a trop de traçage. Bon, et des bitcoins, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Mais Louis-Alexandre, on estime que là, selon Chain Analysis, l'entreprise qui surveille, qui lit la blockchain, il y aurait entre 2 et 3 millions de bitcoins qui seraient perdus, peut-être à jamais, dont 1 million qui serait à Satoshi Nakamoto, là où les personnes derrière la création de bitcoin. Ça varie beaucoup comment en ça fait. Se fait comment on peut perdre des bitcoins? Alors on a des estimations de 1,6 million à 4 millions de bitcoins, donc ce qui est énorme quand même. Et alors souvent, la plupart du temps, ce sont des erreurs d'inattention ou des erreurs de procédure. En fait, beaucoup de gens ont décidé d'aller dans la logique de Bitcoin qui est de posséder soi-même ses clés privées. Ce qui est une grande liberté amène une grande responsabilité et les gens malheureusement ne vont pas forcément faire ce qu'il faut. Et donc on va perdre par exemple la phrase de récupération. On va perdre sa clé, on va perdre son disque dur, voilà. Donc il y a un certain nombre, on estime que dans les disques durs, c'est à peu près, c'est presque 1 million de bitcoin qui serait perdu, entre 600 000 et 1 million qui serait perdu dans les disques durs. Donc pour cela, eh bien aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui mettent en place des solutions. On a vu une tentative avec Ledger de mettre en place quelque chose comme Recovery, qui a fait plus ou moins, plaisir. Ça n'a pas été très bien compris au départ. Bon, voilà. Mais il existe aujourd'hui des solutions qui vont permettre, avec plus de privacy, de traiter Bitcoin d'un côté, de traiter tout ce qui est environnement Ethereum de l'autre. Ça fait partie, dans tout ce qui est transmission, ça fait partie des aspects techniques. En fait, transmission, on l'a dit, c'est des aspects techniques, des aspects juridiques et des aspects fiscaux. D'accord. Et justement, quand on voit tout ça, on peut parler aussi de donation. Oui. Si on a des cryptos et que que ce soit pour les donner de son vivant ou même les donner après sa mort, comment on peut préparer tout ça? Alors on prépare tout ça avec donc des aspects, comme on a pu dire, qui sont d'abord techniques, des aspects juridiques et des aspects fiscaux. Les aspects fiscaux, je vais commencer par là, c'est le plus simple. Il faut savoir que quand on donne des cryptos qui sont en plus-value, eh bien on purge les plus-values. Donc je sais que ça, à Surfing Bitcoin, ça fait beaucoup de questions. Sachez que si vous avez des bitcoins qui ont énormément de plus-value, le fait de les donner aux enfants ou aux petits-enfants va purger la plus-value. Voilà pour le côté fiscal. Après, le reste, c'est soumis à droit de succession, il n'y a pas de sujet. Sur le côté juridique,
Côté juridique, il faut prévoir qu'on puisse plus exprimer son consentement. Dans ces cas-là, on fait un mandat pour le moment où on ne pourra plus exprimer son consentement. Surtout si son conjoint ou ses enfants ne peuvent pas gérer les cryptos. Il faut confier à un professionnel la capacité de le faire pour soi. Et puis ensuite, on a le mandat posthume. Donc là, je ne suis plus là. Qui va gérer si jamais les gens chez moi ne peuvent pas gérer? Et ensuite, il y a comment je peux organiser le transfert de mes cryptoactifs à mes proches ou à ma famille. Et là, on doit traiter d'un côté Bitcoin et de l'autre côté tout ce qui est environnement Ethereum, avec deux innovations majeures qui sont apparues ces dernières semaines. Oui, il y a beaucoup de nouvelles choses, à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum. Le match continue. Donc sur Bitcoin, il y a notamment Liana, une solution qui est française d'ailleurs, Cocorico, on pourrait dire, qui permet de créer sa propre recovery. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Louis-Alexandre, est-ce qu'il y a un rapport avec Ledger Recovery ou ces deux trucs complètement différents? Totalement différent. En fait, on va manager quelque chose qui est un blocage dans le temps. On va partir du principe que tous les jours, on regarde si ma clé, mon adresse est active ou pas, si ça bouge ou si ça bouge pas. Après un temps que j'ai défini, 6 mois ou 1 an, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être une autre clé qui va pouvoir faire bouger mon compte. Donc, je prends un exemple pratique. J'ai décidé moi-même d'avoir ma clé Ledger, je peux la perdre, et j'ai prévu de donner à mon fils aîné une autre clé Ledger, ce qui fait que si la mienne ne bouge pas pendant 1 an, supposition j'ai perdu ma clé ou j'ai perdu ma seed phrase, eh bien c'est mon fils qui va pouvoir faire bouger mes cryptos après un blocage d'1 an, time lock d'1 an. Je peux décider que si lui, à partir de ce moment-là, ça ne bouge pas chez lui non plus, je peux aller décider qu'un professionnel va pouvoir les rendre soit à un notaire, soit à ma famille. Je peux aussi mettre des stratégies un petit peu plus complexes qui vont être des stratégies à multisignature. Si j'ai plusieurs enfants, je ne vais pas vouloir qu'un seul enfant puisse récupérer toutes les cryptos. Pour rappeler ce que c'est, multisignature, c'est qu'il faut je dis n'importe quoi, par exemple, si on décide qu'il y en a 4, il faut que les 4 personnes signent, sinon ça ne marche pas, c'est ça? Alors par exemple, je peux décider que moi j'ai ma clé 1 et puis que j'ai 3 enfants et mon épouse, et donc ça fait 5 clés. Je peux décider que moi-même je peux, tant que mon adresse est active, je peux décider moi-même des dépenses. Mais après, quand mon adresse est inactive, je peux décider que 3 sur 4 sont nécessaires pour faire une dépense. Et à ce moment-là, on pourra récupérer mes cryptos parce que 3 sur 4 vont signer les choses. Et ça ne sortira pas de la famille de cette manière-là. C'est quand même une sécurité assez nouvelle et c'est ce que Liana permet de faire avec une technique qui s'appelle Miniscript. Il faut saluer notamment Kevin Loéac et son équipe à ce sujet. Donc c'est une sorte de veto, de droit de veto qui est ajouté grâce à cette technologie. Et sur Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Alors sur Ethereum, on va utiliser plutôt ce que Ternoa a mis en place avec le Time Guardian ou une Time Capsule. C'est un système dans lequel, là, je vais non plus passer sur des décalages d'1 an ou de 6 mois. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Là, on peut avoir une capsule qui va voyager dans le temps, voire même très longtemps, et ne pouvoir être ouverte, par exemple, que par un oracle. Je prends un exemple simple. Je décide d'aller mettre 2/3 de ma phrase de récupération dans une time capsule, donc on va dire dans une capsule fermée qui est sécurisée sur le réseau Ternoa. Et donc cette capsule-là, elle ne s'ouvrira qu'à un moment donné. Et ce moment donné, ça peut être par exemple l'interrogation du fichier des dernières volontés par le notaire. Je suis décédé. Qu'est-ce que fait le notaire? Il va interroger le fichier des dernières volontés. En interrogeant le fichier des dernières volontés, cette capsule va pouvoir s'ouvrir. Le notaire va récupérer 2/3 de ma phrase de récupération. J'ai laissé à mes enfants 1/3. Et à ce moment-là, bien, le notaire va pouvoir attribuer les cryptos selon le testament que j'aurais pu faire, testament, acte juridique. Il faut aussi penser à faire pour ces cryptos. Louis-Alexandre, je crois que tu avais une anecdote qui concerne le Bitcoin et la religion. Et oui, on a beaucoup parlé de religion Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est une nouvelle religion? Eh bien, écoutez, il y a des choses plus anciennes. Une religion qui a 2000 ans, le catholicisme, et qui peut se poser des questions. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu qu'à Surfing Bitcoin, plusieurs personnes se posaient la question ou s'étaient posé la question de la compatibilité de Bitcoin avec les valeurs de l'Église, ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et il y a un consensus
consensus qui est en train de se faire autour du commun, puisqu'en fait, Bitcoin est un commun, en fait, est un outil qui n'a pas de barrière à l'entrée, qu'on soit petit, grand, pauvre, riche, africain, français, russe, ukrainien ou autre, on a accès à Bitcoin. Et donc, c'est un commun comme un autre. C'est ce que l'on fait avec. Si Bitcoin est un serviteur de bonne cause, à ce moment-là, mais il est tout à fait cohérent que ça soit un commun dans la doctrine sociale de l'Église. Donc, il y a une vraie cohérence, en tout cas. Et ces débats-là, c'est nouveau. Alors, on s'est déjà posé la question il y a longtemps. C'est un débat, en fait. C'est marrant parce que on peut dire que les chrétiens ont cette question de savoir si ce qu'ils font est juste ou pas. Il y a cette question, est-ce que je suis aligné? Est-ce que ce que je fais, c'est aligné avec ce à quoi je crois? Et donc, cette question de ce questionnement est un questionnement utile pour savoir si simplement par rapport à ce que l'on dit être, est-ce qu'on est aligné dans ses actes par rapport à ce que l'on pense être? Moi, je trouve que c'est une question qu'on doit se poser et qu'on doit tous se poser parce que, voilà, elles ressentent les choses. En sortant un peu de la communauté Web3, Louis-Alexandre, la décentralisation d'Ethereum, c'est un sujet pour vos clients? Oui. Ou il est un peu trop tôt Oui, c'est un gros sujet. C'est déjà un sujet, carrément. C'est déjà un sujet, puisqu'en fait, nous, on a pris une position qui est très tranchée. On dit à nos clients, soit vous avez 32 Ethereum et on vous conseille quelqu'un pour opérer le nœud, soit vous n'avez pas 32 Ethereum et voilà, on ne va pas chercher à faire du rendement, à déléguer. Nous, on a décidé que tous nos clients, on les encourage à être self-custody. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils détiennent eux-mêmes sur leur clé privée l'ensemble des actifs et on ne souhaite pas dégrader la qualité de l'actif pour l'instant. Alors, on a des solutions qui sont en train d'arriver en DeFi pour garder et conserver ces jetons et pouvoir quand même bénéficier d'un revenu. C'est déjà un sujet, donc ça bouge, ça n'arrête pas d'avancer. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Louis-Alexandre de Froissart pour Montaigne Conseil Patrimoine. Valentin Demey, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Merci Amaury. Merci d'avoir été avec nous. Demain, on sera avec Louis Tellier pour The Big Whale et Pierre Noisat de Paymium. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.